brièvement les points que je vais traiter, en ne perdant pas de temps. Donc, la pisciculture, l'élevage extensif de poissons, existe depuis longtemps. C'est un élevage extensif où on laissait un peu les poissons faire ce qu'ils veulent. Et, enfin, on les mettait dans des endroits, dans des étangs pour qu'ils grossissent, mais voilà, il n'y avait pas vraiment d'apport d'aliments, et surtout on ne maîtrisait pas la reproduction. Donc, par exemple, en Chine, il y avait des pêcheurs spécialisés qui ramassaient des œufs de carpe dans les fleuves et qui les vendaient au pays. C'est très récemment en fait qu'on a inventé l'élevage de A à Z des poissons, dans les années 60. Donc vous voyez les principales dates, 1960 pour les carpes, 1970 pour les salmonidés, les tilapias, c'est à la même époque. Et là, on a tout de suite pensé à faire un élevage intensif avec tout l'environnement est contrôlé, on donne à manger aux animaux et on cherche une productivité maximum. À tel point que l'essor de l'aquaculture est vertigineux. Sur ce graphique, vous voyez en orange, c'est la pêche, qui a progressé au XXe siècle, mais qui stagne depuis plus de 20 ans, puisqu'on est au maximum de ce qu'on peut prélever dans les océans. Et c'est l'aquaculture qui a pris le relais pour soutenir l'augmentation de la production et de la consommation d'animaux aquatiques. À tel point que l'aquaculture représente 45% de la production d'animaux aquatiques et plus de la moitié des animaux directement consommés, parce qu'une partie de la pêche, dite minotière, sert à des usages autres que la consommation humaine, comme la fabrication de farine de poisson, d'huile de poisson, de colle, des choses comme ça. Et c'est un business qui rapporte beaucoup d'argent. Rien que pour les poissons, 100 milliards de dollars par an. Alors ça, c'est les chiffres de la FAO qui sont peut-être sous-évalués dans le cas de la pêche, puisque plusieurs études suggèrent que la FAO sous-estime la pêche illégale, qui n'est pas enregistrée par les États. Donc la distinction intensif-extensif est très simple, c'est suivant si on apporte de la nourriture aux poissons ou pas. Si on n'a pas d'apport extérieur de nourriture, c'est extensif. Alors on apporte quand même des engrais, des choses qui permettent au plancton de pousser, à des petits animaux de se développer, et c'est là-dessus que se nourrissent les poissons. Semi-intensif, c'est intermédiaire entre extensif, et intensif, 100% de la nourriture que consomment les animaux provient des éleveurs. Généralement, c'est des produits industriels adaptés à une croissance rapide. Donc ça, c'est les espèces les plus élevées. De loin, les carpes, notamment en Chine, et suivi du saumon, du tilapia d'abord, du saumon et crevettes, dont je ne vais pas parler aujourd'hui, mais j'en parlerai aux estivales de la question animale, pour ceux qui iront. Donc vous voyez, je vous ai mis la production, alors le contraste n'est pas terrible. Donc les 24 millions de tonnes pour les carpes, c'est plus que tous les autres réunis, c'est vraiment la grosse production. En Chine, il y a une très forte production de carpes en semi-intensif. Les paysans mettent leurs déchets, la paille, la balle du riz et tout ça, et ça se décompose, du plancton se développe, les carpes se nourrissent. Par contre, pour ce qui est des tilapias et des saumons, c'est exclusivement de l'élevage intensif, c'est de ces deux-là dont je vais vous parler. Donc voilà, ça a commencé dans les années 70, au départ c'était insignifiant, et puis l'augmentation a été fulgurante, comme vous pouvez le voir, puisque avec quelques à-coups dus à des problèmes de maladie au Chili ou en Norvège,
Et donc maintenant on était à rien du tout dans les années 80, on est à 2 millions de tonnes par an. Donc les saumons, comme vous le savez, ils se reproduisent en eau douce, ils commencent leur vie en eau douce, et après ils passent par une étape de smoltification. Et les smolts ont la capacité de vivre en milieu marin, et donc ils partent migrer quand ils sont libres, ou dans le cas de l'élevage, on fait éclore dans des citernes les œufs. Ensuite, il y a une première étape, c'est l'élevage en rivière, dans des cages qui sont situées en eau douce, et ensuite transfert en engraissement. Donc les deux étapes durent à peu près la même durée de 1 an et demi. Donc c'est essentiellement dans les pays à fjord qu'on produit du saumon. La Norvège 56%, suivi du Chili et un petit peu de l'Écosse, mais les autres c'est rien du tout. C'est parce que les fjords, c'est des anciens canyons qui ont été creusés par des glaciers et qui, à la fin de l'époque glaciaire, ont été inondés par les océans. Et donc ils sont très profonds, il n'y a pas de problème d'accumulation de déchets. C'est des eaux très calmes, donc ça permet d'avoir des installations beaucoup moins chères qu'en haute mer. Voilà. Et il y a des courants suffisants pour bien oxygéner les cages. Et oui, alors, même au Chili, c'est des entreprises norvégiennes qui contrôlent la production. Donc vous voyez, il y a une ressemblance entre les deux pays, de longues côtes parsemées de fjords. Alors bon, là, je vais normalement, ça dure 18 mois là, entre l'éclosion et la smoltification pour les jeunes alevins puis juvéniles. Ça, c'est le cycle naturel qui commence au printemps, en hiver, et qui se termine au deuxième printemps. D'accord ? Mais on a trouvé moyen de faire des smolts en automne. Alors bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, on simule un été pendant l'hiver. On commence au mois de décembre. Voilà, et jusqu'en juin, éclairage 24 heures sur 24, ce qui perturbe l'horloge interne des poissons. Ils sécrètent beaucoup plus d'hormones de croissance, ce qui n'est pas le cas des saumons en hiver. Et du coup, ils ont une croissance beaucoup plus rapide, en seulement 10 mois. Et ils deviennent des smolts en automne. Donc comme ça, les producteurs de smolts peuvent fournir les fermes d'engraissement, qui sont en eau salée, toute l'année. Donc là, je vous ai mis quelques images. C'est l'éclosion des alevins. Donc au début, ils se nourrissent du sac vitelin, c'est le reste de l'œuf. Puis ensuite, ils passent progressivement aux granulés qu'on leur donne, au début de toute petite taille, puis on augmente au fur et à mesure de leur croissance. Voilà, ça c'est un élevage sur rivière. Les cages sont installées de part et d'autre de la rivière. Donc après leur smoltification, les saumons sont transférés par bateau en eau salée, alors soit près du rivage, soit sur des élevages offshore, dans des cages flottantes qui contiennent en moyenne 50 000 poissons. Vous voyez, donc 25 sur 25 pour les cages carrées. Souvent elles sont circulaires, mais voilà, il y a une densité énorme, jusqu'à 30 kg par mètre cube, ce qui fait même pas une baignoire par saumon, sachant que c'est des animaux normalement migrateurs qui parcourent des centaines de kilomètres. Et ils sont alimentés par heure fixe. Il y a une machine qui pulvérise les granulés à heure fixe. Et même quand tout se passe bien, on compte par jour 1 à 10 morts. Là, s'il y a jusqu'à 10 morts, 9 morts, l'éleveur considère que tout va bien, il n'y a pas de maladie. Alors, en fait, ils tombent au fond, les cadavres tombent au fond, et il y a une pompe installée qui remonte les corps qui sont ramassés tous les matins.
Et bon, à peu près, en nombre d'individus, c'est 600 millions de saumons qui sont tués chaque année. J'ai pris le poids d'abattage, 3,5 en moyenne, mais bon, suivant les régions, suivant les firmes, c'est pas les mêmes poids d'abattage. Donc vous voyez un exemple d'élevage offshore qui est sur flotteur. Il y a quelques cabanes avec les réserves de nourriture, la cuisine des employés et tout ça, et des cages alignées les unes après les autres. Donc voilà, vue du bateau, les employés y vont chaque matin en bateau. Et vous voyez une cage à saumon. Donc en fait, il y a une structure sur flotteur et dessous est déployé un filet sur des armatures. Voilà. Plus un deuxième filet pour éloigner les prédateurs, souvent, et un troisième filet qui là n'est pas installé, mais pour empêcher les oiseaux de venir manger les saumons. Vous voyez, là vous voyez peut-être, on voit le filet anti-oiseau. Il est déployé. Mais vous avez aussi, alors ça c'est en pleine mer, donc ça demande une solidité beaucoup plus grande, mais donc c'est pour ça que cette firme a investi dans une cage gigantesque de 400 000 saumons. Alors ça c'est un test de couleur, et je l'illustre par une photo en noir et blanc. C'est parce qu'en fait, naturellement la chair des saumons est blanchâtre, mais la couleur vient de leur alimentation. Au départ, c'est des algues qui fabriquent des pigments rouges, l'astaxanthine notamment, et qui est consommée par les crevettes, puis par d'autres poissons, et ça remonte comme ça dans la chaîne alimentaire. Et donc, dans les élevages, on rajoute de l'astaxanthine de synthèse dans la nourriture. Et donc, on fait vers la fin de l'élevage, quand ils vont bientôt partir à l'abattoir, on fait des tests pour savoir s'il faut mettre un peu moins, un peu plus de colorant pour obtenir la couleur désirée. Alors, il y a beaucoup de maladies dans les élevages de saumon, puisque ils sont complètement concentrés, alors que d'habitude, les saumons sauvages sont solitaires. Donc, et en particulier les poux de mer, c'est des petits crustacés qui se logent sur la peau des saumons, qui la perforent et qui mangent, qui sucent le sang. Et c'est une vraie plaie des élevages. Alors, il y a des traitements chimiques lourds, mais qui sont de moins en moins efficaces à force qu'on les utilise. Donc on développe d'autres techniques comme des poissons mangeurs de poux de mer, les leperfish. Mais alors, bon, c'est plus écolo que le traitement chimique, mais pour le bien-être animal, c'est pas bien du tout, puisque leur taux de mortalité avoisine les 100%, puisqu'ils se font agresser par les saumons, qui sont pas très reconnaissants, pour le coup. Et ensuite, en hiver, quand le cycle fait que les poux sont au stade d'œuf, il n'y a plus de poux en hiver sur les saumons, ces poissons-là meurent de faim. De toute façon, les quelques survivants sont tués quand le lot part à l'abattoir, le lot de saumon part à l'abattoir, par souci d'hygiène, on les tue et on en met des nouveaux. L'anémie infectieuse du saumon, c'est une maladie qui a ravagé les élevages du Chili à la fin des années 2000. Et il n'y a aucun traitement, donc quand la maladie se déclare, ce qu'on faisait, c'est d'exterminer toute la cage, les 50 000 saumons. Voilà, donc il y a eu des faillites au Chili et un massacre inouï. Donc ça, c'est une étude de 2016 qui montre que il cherchait à expliquer pourquoi certains saumons ne bougeaient plus, ils restaient à la surface, ils s'alimentaient plus, et les éleveurs ne comprenaient pas pourquoi. Et ça pouvait aller jusqu'à un quart de la cage. Et en fait, on s'est aperçu qu'ils avaient, des chercheurs suédois les ont autopsiés, et ils ont remarqué qu'ils avaient tous les signes biologiques de la dépression. Des hormones du stress très élevées, la sérotonine dans tous les sens. Et donc,
Là, ils avaient les signes les gens qui se suicident ont ce profil physiologique. Donc en fait, c'est des saumons qui supportaient tellement mal leurs conditions d'incarcération qu'ils renonçaient à vivre. C'est dire la réalité de l'élevage intensif. Bon, ça, c'est en fait, en Alaska, il n'y a pas la phase d'élevage d'engraissement. On élève les jeunes saumons, puis quand ils deviennent des smolts, on les lâche en mer. Et ensuite, quand ils reviennent vers leur rivière pour pondre, les pêcheurs sont à l'affût et ils en profitent pour les attraper. C'est un poisson vendu comme issu de la pêche. Apparemment, ça se vend mieux que le saumon d'élevage. Alors, les tilapias, c'est des poissons de la famille des cichlides. Donc, c'est des poissons qui élèvent leurs petits, ce qui n'est pas toujours le cas chez les poissons, et qui lui est d'eau douce. Et l'espèce principale de tilapia qu'on élève, c'est les tilapias du Nil. Donc, ça indique leur origine dans un fleuve. Alors, ça a été identifié très tôt comme un poisson qui avait toutes les vertus pour être un succès commercial, puisqu'il se reproduit facilement, il supporte la surpopulation beaucoup mieux que ces grands solitaires et voyageurs que sont les salmonidés. Ils mangent, leur régime alimentaire ils se contentent de tout, hein, contrairement aux saumons qui ont des besoins très spécifiques. Ils grossissent vite et puis ils résistent à tout un tas de maladies et de conditions difficiles. Donc, d'où l'essor de l'élevage de tilapia. Par contre, le fait que les femelles s'occupent de leurs œufs, elles les couvent dans leur bouche. Et une fois que les œufs éclosent, elle utilise sa bouche comme refuge. Quand les petits poissons vont explorer leur environnement et qu'ils ont peur, ils reviennent dans la bouche de leur mère. Alors, du coup, mortalité infantile faible, ce qui est très bien pour les tilapias, mais du coup, il y a une concurrence. Comme il y a de plus en plus d'individus, il y a une concurrence pour l'accès à la nourriture et ils ne grossissent pas. Et puis les femelles perdent du poids pendant qu'elles s'occupent de leurs petits, puisqu'elles mangent. C'est pour ça, en élevage industriel, on n'utilise que les mâles. Alors, traditionnellement, on administrait des hormones aux jeunes alevins, de la testostérone, ce qui fait que parce que c'est des poissons, leurs gonades ne sont pas différenciées à la naissance. Elles peuvent se transformer en ovaires ou testicules. Donc, si on donne de la testostérone, la gonade se transforme en testicule. Et puis il y a une autre technique qui est les super mâles, c'est des YY. C'est pas possible chez les mammifères, mais chez les poissons, c'est possible. Alors c'est un procédé assez compliqué de manipulation chromosomique et hormonale qui fait qu'on obtient ces poissons et qui ne transmettent avec une femelle XX, comme ils sont YY, ils ne font que des mâles normaux XY. Donc, ces portées 100% mâles sont vendues aux éleveurs. Donc vous voyez l'essor aussi fulgurant des tilapias, qui est sûrement promis à un plus j'allais dire bel avenir, non, sinistre que les saumons, puisqu'on approche les 4 millions de tonnes par an, et dans les pays alors c'est des poissons tropicaux, eux, les saumons poissons d'eau plutôt froide, les tilapias de poissons tropicaux, donc dans beaucoup de pays, notamment d'Amérique centrale, du Sud, en Afrique ou en Asie, il y a un engouement pour les tilapias. Donc voilà, on peut les élever soit sur des lacs, dans des cages, un peu comme les saumons, soit dans des bassins, ou même en bâtiment, hors sol, il y a des citernes et on met les poissons dedans. Donc voilà un élevage en cage. Vous voyez, donc il y a un lac, on met des cages dedans,
pareil pour les saumons sur flotteur, et les tilapias se grossissent dans ces cages. Et c'est les courants qui assurent l'oxygénation d'eau. Donc là, c'est des bassins qui ont été creusés artificiellement, mais à ciel ouvert, et dans lesquels on élève des tilapias, c'est en Équateur. Et c'est le plus intensif des élevages de poissons, puisque là, c'est pas 30 kg par mètre cube, c'est 150. Ces poissons-là supportent des densités inouïes, donc ça fait 3 litres par poisson. Imaginez votre bouteille d'eau. Pour vous montrer, là, une vidéo, vous voyez à quel point ils sont serrés. Qui voilà, il s'approche de la surface parce que l'eau est plus oxygénée en surface, donc quand il commence à étouffer, il s'en rapproche. Alors là, c'est un élevage en citerne aux Émirats Arabes Unis. Donc, ils ont construit dans le désert, ils ont installé des citernes dans un bâtiment. Et voilà des bassins en ciment où on élève des tilapias, pareil, dans des conditions, dans des densités inouïes. Et l'eau est jaune parce que malgré la filtration, ils nagent dans leur urine, littéralement, dans leurs excréments. Alors le transport, ça concerne en particulier les élevages de salmonidés, les saumons, puisqu'eux font l'objet d'un transport assez long. Des élevages d'eau douce aux élevages salés, mais il y a des transports de plus courts qui concernent tous les poissons. Donc, il y a d'abord le pompage. Pour pomper les poissons d'un bassin, on pratique d'abord le surpeuplement. C'est qu'on déploie un filet pour pousser les poissons vers l'endroit où se trouve le tuyau, pour accélérer le pompage. Alors le problème de cette technique, c'est que les poissons sont plus serrés encore qu'à l'habitude, et donc le taux d'oxygène diminue, les déchets azotés augmentent dans l'eau, qui sont toxiques au-delà d'une certaine dose, et donc les poissons sont en souffrance. D'après le CIWF, c'est la phase la plus stressante du pompage et même de toute l'étape de transport, puisque les poissons étouffent, manquent d'oxygène et finissent intoxiqués avec les déchets azotés. Et d'ailleurs, après une étape de surpeuplement, on note dans les jours qui suivent une augmentation de la mortalité des poissons. Ensuite, ils sont pompés dans des tuyaux. Et je vous montrerai des images, les poissons nagent à contre-courant, parce qu'ils ont peur, et ils sont aspirés. Et ensuite, ils sont déversés dans le conteneur d'arrivée, qui peut être une autre cage, un bateau, pour les transporter, par exemple, à l'abattoir. Alors, il y a des tas de raisons pour pomper les poissons. En fait, ça arrive fréquemment. Donc, le transport dont je vous ai parlé, d'un site à l'autre. Mais il y a aussi, quand on veut trier les poissons, souvent, c'est pour optimiser l'alimentation, pour n'envoyer, pour qu'il n'y ait pas de perte. On veut que les poissons aient tous le même poids, donc tous les mêmes besoins nutritionnels. Ou quand on s'approche du jour fatidique, envoyer à l'abattoir les plus gros pour gagner plus. Voilà.
que c'est un peu une perte que dans le taille, il y ait quelques petits poissons qui pourraient être engraissés et rapporter davantage. Voilà, et puis on peut aussi, voilà, quand les poissons grandissent, au bout d'un moment, ils ont besoin d'une cage plus grande ou d'être mis dans 2 cages distinctes. Et puis, le traitement contre les poux de mer, ça se fait. Alors on peut bâcher les cages, mettre le produit, attendre un peu et enlever les vaches. Donc là, le courant emporte le produit, donc c'est pas très écologique. Donc on a inventé une autre technique, c'est que dans un bateau de transport, on met le produit le pesticide et on pompe les poissons qu'on met dans le bateau, on attend un peu et ensuite on les repompe dans leur cage. Comme ça, le produit reste dans le bateau, il n'y a pas tout ce déversement de produits dans la mer. Alors là encore, c'est écolo, mais c'est très stressant pour les poissons. Le CIWF déconseille cette technique parce que le taux de mortalité, le taux de mortalité des poissons après ce traitement augmente parce que ils sont exposés à des taux très élevés de produits. Souvent, le bassin n'est pas bien oxygéné, donc ils souffrent beaucoup. Et puis il y a l'entretien des cages. Quand on a besoin d'entretenir une cage, il faut enlever les poissons. Soit pour changer le filet s'il est abîmé, ou pour le décrasser, puisqu'il y a des algues poussent sur le filet, donc régulièrement il faut les enlever et en mettre un neuf et laisser sécher le filet plein d'algues. Et une fois sec, on gratte pour enlever les algues. Donc oui, alors ça c'est pour les saumons. Des élevages d'eau douce aux élevages en mer, le trajet est parfois assez long. Donc ils sont déplacés soit par bateau, soit par camion, ou un peu les deux à la fois. Voilà, il y a un camion qui embarque les saumons. Donc on sature d'oxygène l'eau pour qu'ils puissent tenir le coup le temps du trajet, qui doit être assez court. Ensuite, les poissons sont transférés dans le bateau, où là, il y a une circulation avec l'eau de mer qui fait qu'il n'y a pas besoin d'injecter de l'oxygène. Voilà, et ensuite, ils sont transportés jusqu'à l'élevage au milieu du fjord, et là, pompés à nouveau dans les cages. Alors, l'étape du tri. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est très fréquent pour homogénéiser les lots. À peu près tous les poissons y passent au moins une fois. Mais alors, là encore, c'est très stressant et la mortalité augmente après des blessures, des fractures, des lésions à la peau, puisque les poissons se cognent, comme vous le verrez dans la vidéo. Donc leur croissance s'arrête ou est fortement ralentie pendant plusieurs jours et il y en a qui meurent. Mais quand le bénéfice du tri l'emporte sur la perte de poissons, on le fait quand même, puisque le seul but des éleveurs, c'est de gagner de l'argent. La petite musique, c'est parce que c'est un film, j'ai pris des extraits de films promotionnels des machines. Les plots triangulaires, c'est pour forcer les poissons à être tous bien alignés. Ensuite, ils vont tomber dans des sortes de toboggans. Là, ils sont à l'air libre, hein, ils sont en apnée. Et le principe, c'est que les glissières s'écartent progressivement, et au bout d'un moment, le poisson tombe. Et il tombe dans le bassin qui correspond à son groupe, à sa taille. Vous voyez ?
Donc il faut imaginer que c'est très bruyant, donc les poissons ils ne peuvent pas respirer, ils sont en apnée, il y a du bruit partout. Ils se sont cognés assez violemment contre toutes les parois. Voilà, après, chaque groupe va dans sa cage respective. Et comme vous le voyez, ils ne bougent plus des masses à la sortie, ils sont complètement épuisés. Alors, pour des animaux terrestres de taille équivalente, les chocs qu'on a vus, ce ne serait pas bien méchant, on pourrait se dire ça. Sauf que les poissons, du fait de la poussée d'Archimède, ne connaissent pas la gravité. En fait, ils ont évolué depuis 500 millions d'années en apesanteur. Donc, quand ils se retrouvent projetés avec la gravité contre les plots triangulaires ou contre le grillage, pour leur peau, c'est un choc assez terrible. La peau des poissons est très résistante aux agressions chimiques, aux changements de pH, toutes choses qui peuvent arriver en mer, mais pas contre les aléas de la gravité que sont les chocs. Donc, à la fin vient l'abattage. Alors on commence par les faire jeûner, c'est le cas d'à peu près tous les animaux, c'est pas propre aux poissons, pour vider leurs entrailles et qu'à la découpe, il n'y ait pas de matière fécale. Mais souvent les éleveurs, alors ça a été étudié par le CIWF pour les saumons, abusent de la période de jeûne en général pour économiser de la nourriture. L'abattage est prévu tel jour, donc il commence un peu plus tôt que ce qui serait strictement nécessaire pour économiser les granules qui coûtent cher et qui représentent la moitié du coût de l'élevage. Donc ça entraîne frustration et stress chez les saumons. Alors la plupart des poissons dans le monde sont abattus sans étourdissement. Le plus souvent, ils sont retirés de l'eau et on les laisse s'asphyxier à l'air libre. Voilà, c'est comme si on plongeait des poulets dans l'eau, on les noyait, puis ça scandaliserait tout le monde, mais c'est comme ça que la plupart des poissons sont tués. Alors, pour la pêche, c'est le cas pour tous pratiquement, mais même pour les élevages. Il y a une technique qui est très prisée, c'est la suffocation dans la glace, pour des raisons de conservation. Donc, les poissons sont mélangés à de la glace pilée et donc, alors ça prolonge leur agonie, mais comme ils sont immobiles, c'est le but, quoi. Après qu'ils souffrent, du moment qu'ils souffrent immobiles, voilà. Quelquefois ils sont carrément saignés à vif, mais bon, c'est un poisson qui se débat. Souvent on veut l'immobiliser. En fait, l'idée c'est d'immobiliser le poisson pour le découper. Il ne faut pas qu'il bouge. Donc en l'anesthésiant dans la glace, les tueurs s'intéressent enfin maintenant il y a des règlements de bien-être animal, mais au départ ça ne les intéressait pas de savoir si les poissons étaient conscients ou pas. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils soient immobiles. Donc la glace, c'est très bien pour ça. Alors voilà, pour la pêche des gros poissons comme les espadons, souvent on perfore Alors il n'y a aucun étourdissement préalable, mais le coup tue. Ils sont tués sur le coup puisqu'on leur tire dans la tête. Donc c'est assez... Pour eux, ils ne souffrent pas beaucoup. C'est plutôt une bonne technique pour eux. Alors sinon, les méthodes d'étourdissement, il y a le bain d'eau saturé en CO2, mais alors ça a été rejeté. Toutes les études qui ont été faites là-dessus par les vétérinaires montraient que ça ne marchait pas du tout, qu'il fallait plus de 5 minutes pour que les poissons arrêtent de perdre conscience. Donc, et pendant le laps de temps où ils étaient dans l'eau saturée en CO2, ils paniquaient complètement. Ils essayaient de chercher de l'air, enfin, ils avaient tous les signes de la panique, de la terreur totale. Donc il y a de fortes recommandations pour abandonner cette technique. Et pire encore, au bout de 3 minutes, ils cessent de bouger, parce qu'ils manquent par manque d'oxygène, mais ils sont encore conscients. Et c'est à ce moment-là qu'on les sort et qu'on les découpe. Donc non seulement ils ont la terreur de l'asphyxie, et ensuite ils sont découpés en pleine conscience.
Vous avez ensuite le choc électrique. Donc là, on fait passer un courant dans le cerveau du poisson. Alors, quand l'eau est salée, on peut électrifier tout un bassin. Donc les poissons tombent, ils sont électrifiés. Pour les poissons d'eau douce, ce serait pas rentable parce qu'il faudrait beaucoup d'énergie pour électrifier une eau douce. Donc c'est par contact, un peu comme les poulets. Donc, contact sur le crâne et on fait passer un courant pour les faire tomber dans les poissons. Oui, il y a aussi la percussion mécanique, un coup sur le crâne, et ça assomme les poissons. Et ça aussi, c'est une technique recommandée, parce que quand elle est bien faite, ça assomme bien les poissons, de leur faire casser le crâne. Voilà. Et une fois assommés, les poissons sont saignés. Donc il n'y a que la Norvège, en fait, qui a imposé soit la percussion mécanique, soit l'électronarcose, pas de CO2 et pas d'abattage sans étourdissement. Mais sinon, dans les autres pays, c'est assez lamentable. En France, on asphyxie à l'air libre, en fait. Dans les truites, elles sont toutes immobilisées sur bain de glace. Voilà, on les mélange à de la glace, on attend qu'elles ne bougent plus et on les découpe. On pratique encore le CO2 en France, malgré les recommandations contre. Donc en France, tout ce qu'on fait souffrir les animaux. On ne suit aucune recommandation. Et c'est la même chose dans le reste du monde. Le sort des poissons est peu considéré. Vous voyez, là, c'est l'asphyxie. Donc c'est un bassin, on retire l'eau, on attend que les poissons s'étouffent et ensuite on les ramasse. Là, c'est en France, donc un élevage de truites. Il y a une machine qui fabrique de la glace pilée. Dans les cages, on pêche les truites. Voilà, on les met dans la glace et on attend qu'elles meurent. Et ça prolonge leur agonie à plus de 5 minutes. Donc, avec l'étourdissement préalable, l'idée c'est de faire perdre conscience sur le coup aux animaux. Donc ils ont des convulsions, c'est comme une crise d'épilepsie tonico-clonique. Et c'est une fois qu'ils sont inertes qu'il faut les saigner. C'est le même principe que pour les animaux terrestres, pour ceux qui ont un peu étudié le sujet. Donc pour saigner les poissons, on leur coupe les artères branchiales. C'est les artères qui irriguent les branchies, qui sont très nombreuses parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'eau que dans l'air, donc il faut qu'il y ait beaucoup de sang qui passe dans les branchies. Donc voilà, le tueur coupe ses artères, il y a hémorragie, et c'est par arrêt cardiaque que le poisson meurt. Donc là, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc là, les poissons sont pompés de leur cage. Vous voyez le surpeuplement, là, on pousse les poissons, ils sont les uns sur les autres. Pareil, la musique est décalée, c'est parce que j'ai extrait ces images de publicité pour les machines. Alors là, le tuyau va directement jusqu'à l'abattoir. Souvent, on passe par l'intermédiaire d'un bateau. Donc là, à la fin, ils sont saignés et on les laisse se vider de leur sang dans ce bac vert. Alors, vous n'avez pas vu l'étape de l'électrocution, de la saignée. Alors j'ai une deuxième vidéo qui se passe sur un bateau abattoir qui accoste auprès d'un élevage en mer. C'est en Norvège toujours. L'étourdissement préalable, à part en Norvège et un petit peu en Écosse, c'est très rare. Donc là, les poissons ils sont électrocutés dans le bassin, ils ne bougent plus.
ça c'est, je vous ai mis toute la suite. Alors, ça va être court, mais c'est pour vous montrer. Donc les cadavres tombent dans des bassins et ils sont mélangés à de la glace pour être emballés et expédiés. Dernière petite vidéo, c'est pour vous montrer la découpe. Donc c'est des tilapias là, au Costa Rica. Là en Norvège, ils sont plus high-tech. C'est des robots qui découpent les saumons et qui font des filets. Vous voyez, on a enlevé les entrailles, la tête, tout. Il ne reste plus que la chair. Voilà. Et ça, c'est le top niveau. On a vu. C'est ce qu'on fait de mieux. Ça a été tourné en Norvège. Et j'ai tiré ça des fabricants. Ils ont leur service de marketing à sélectionner les images les moins choquantes. Alors, le problème de l'étourdissement préalable, c'est qu'il échoue dans 10% des cas. Même quand tout se passe bien et quand les choses sont bien faites, alors pas en laboratoire où on peut monter à 100%, mais en conditions d'utilisation réelle, il y a 10% d'échecs. Parce que pour être sûr que dans le cas de l'électronarcose, le choc électrique, pour être sûr que tous les poissons sont complètement inconscients, il faudrait les exposer à un courant électrique pendant un laps de temps assez long qui endommagerait la chair, donc ça changerait la texture, et ce serait pas commercialement, ce serait pas terrible. Donc les abattoirs préfèrent raccourcir la durée d'exposition. Bon, il y a aussi des questions de facture d'électricité qui entrent en ligne de compte. Voilà. Donc, pour la percussion mécanique, pareil, il y a des... Alors, pour la percussion mécanique, il faut d'abord trier les poissons, parce qu'il y a un détecteur qui signale l'arrivée du poisson et le marteau tombe. Il faut que le marteau soit bien positionné. Donc, suivant la taille du poisson, il y a un marteau positionné à un certain niveau pour frapper sur le crâne, et pas sur le dos ou sur le museau. Mais parfois, il y a des échecs, et donc le poisson a son dos fracassé, par exemple, mais il reste conscient. Là, c'est des images de Merci for Animal qui sont un peu plus moins glamour, si tant est que les précédentes étaient glamour. Des poissons qui se réveillent alors qu'on les découpe, ça arrive parce que dans le cas de l'électronarcose, par exemple, le poisson est assommé pendant... dans les conditions... On pourrait pousser le courant pour détruire le cerveau, mais pareil, ça endommagerait la chair, donc on ne fait pas. Et donc le poisson est assommé pendant 1 minute. Donc il faut le saigner tout de suite après l'électrocution, auquel cas il peut se réveiller alors qu'il est en train de saigner, en train d'être découpé. Et ça arrive, dans 10% des cas, ça arrive, le poisson n'est pas bien étourdi, ou se réveille trop tôt alors qu'il est encore vivant. Il se réveille, parce que quand on est mort, on a du mal à se réveiller. Et voilà, donc les 10%, c'est soit ils ne sont pas du tout assommés, soit ils se réveillent au moment où ils saignent. Alors là, une petite vidéo, c'est pour vous montrer les poissons qui nagent à contre-courant, parce que ça les affole complètement d'être aspirés de leur environnement familier. Ce sont des tilapias en Colombie.
dernier point qui est plus abstrait et moins horrible, c'est l'alimentation des poissons d'élevage. C'est parce que, bon, ça m'est arrivé de lire sur des sites, sur des tracts, je ne sais pas quoi, qu'il faut entre 2,5 et 4 kilos de poissons sauvages pour fabriquer 1 kilo de poissons d'élevage. Mais alors ça, c'est les chiffres pour les saumons, enfin les salmonidés, donc truites aussi, et dans les années 90, où on les nourrissait avec de la farine de poisson, essentiellement des anchois du Pérou. C'est des très petits poissons que les humains ne mangent pas, qui sont pêchés par centaines de milliards, c'est les plus grandes victimes de la pêche. Ils sont réduits en farine de poisson et en huile. Huile riche en oméga 3, c'est pour ça qu'on en donne au saumon, parce que les saumons ne fabriquent pas d'oméga 3. Pareil, ça vient des algues, ça remonte la chaîne alimentaire, donc ils ont besoin de ces huiles. Sauf qu'avec l'augmentation de la production, le cours de la farine de poisson et de l'huile de poisson n'a cessé d'augmenter, et donc il a fallu trouver des substitutions. Et donc ça n'a pas grand sens ce que j'écris. Il faut en moyenne 0,2 kg de poissons sauvages pour fabriquer 1 kg de poissons d'élevage, parce que les carpes étant végétariennes essentiellement, donc ça fait une moyenne très faible, mais en tout cas pour les saumons, c'est à peu près 1 pour 1, ou 1,2 pour 1. Et voilà, l'aquaculture se tourne vers des poissons qui mangent des végétaux, parce que là, l'approvisionnement est beaucoup plus facile. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on remplace la farine de poisson par des farines végétales. On recycle aussi tous les déchets d'abattoirs, et aussi des déchets d'abattoirs de poissons, et même dans certains cas d'animaux terrestres. Et voilà, c'est l'huile de poisson qui est le facteur limitant, parce on en met moins qu'avant, mais il en faut quand même un minimum pour que la chair du saumon en contienne suffisamment, puisque les gens achètent du saumon pour avoir des oméga 3, donc s'il n'y en avait plus, le succès du saumon en pâtirait. Voilà, 0,7 kg de poisson pêché pour faire 1 kg de saumon hors huile, voilà, donc la partie protéine, et 1,3 de poisson pêché pour faire 1 kg d'huile de saumon. Voilà. Mais bon, malgré la substitution par des produits végétaux, l'industrie du saumon, c'est le premier acheteur de ces produits, surtout de l'huile de poisson. Et du coup, les prix augmentent. Vous voyez, on a substitué la farine de poisson pour de la farine d'oléagineux, pour les crevettes aussi. Alors oui, l'année dernière, il y a eu un rapport de la FAO, qui tous les 2 ans fait un rapport d'analyse que j'ai beaucoup utilisé pour les chiffres, que je vous ai présenté au début, et qui fait des prospectives sur l'évolution de l'aquaculture dans les prochaines années. Et c'est pas très encourageant. Parce que vous voyez que la production aquacole va continuer d'augmenter de manière à peu près linéaire jusqu'en 2025, pour dépasser la pêche. Alors d'abord dans la consommation directe et même dans la production totale. Donc voilà, d'après la FAO, en 2025, ce sera l'aquaculture qui sera la source majoritaire de produits d'animaux marins, si on ne fait rien. Et alors, les pays qui augmentent leur consommation, c'est les pays en développement, en particulier la Chine. Mais alors, la Chine les Chinois se fournissent beaucoup sur le marché intérieur, ils consomment beaucoup de carpes.
j'ai terminé. J'espère que j'ai pas trop dépassé, les portes sont pas verrouillées.